Le projet de Yann Libetz pour Paris, qui est l'hommage à Arago sur Paris et qui se réalise en 1992, c'est une œuvre qui a la particularité de faire partie de ces grandes œuvres d'art public pérennes aidées par la commande publique qui se sont réalisées dans les années 80-90 et ils s'en réalisent encore aujourd'hui et qui sont des œuvres qui donnent lieu à la contribution et en l'occurrence extraordinairement inspirée de très grands artistes et d'artistes d'avant-garde. Là, en l'occurrence, cet artiste néerlandais qui s'appelle Yann Libetz, qui est un des ténors de l'art conceptuel et du land art, rencontre de ces grandes personnalités d'avant-garde qui peuvent être parfois jeunes ou moins jeunes. Là, en l'occurrence, c'est un artiste qui a commencé à travailler, à se faire connaître dans les années 60, et qui rencontre l'envie de la collectivité de ne pas abandonner le régime qui paraît a priori un peu académique, des hommages, des commémorations. Mais simplement en faisant en sorte que ces hommages et ces commémorations donnent lieu à un renouvellement du point de vue des formes. Et quand on pense à ça, on pense qu'on a des merveilleux précédents et avec lesquels il faut rentrer en dialogue. Quand Rodin fait les Bourgeois de Calais, il fait une œuvre majeure du point de vue de l'œuvre monumentale, commémorative d'un moment de l'histoire, et en même temps il réalise une œuvre majeure du point de vue de l'histoire de l'art et dans son parcours d'artiste, avec notamment une œuvre qui est très basse, presque sans socle, petite taille, etc., et avec une communauté représentée humaine et non pas un seul grand homme et non pas de structure pyramidale. Et alors là, dans le cas de Yann Libetz, c'est du même ordre, puisque c'est une association Arago qui s'était constituée à l'initiative de polytechniciens et de membres de l'Académie des sciences et aussi des membres de l'Observatoire national de Paris, qui se trouve derrière le Jardin du Luxembourg et entre le Sénat, le Jardin du Luxembourg et le boulevard Arago. Cette association s'était constituée pour entretenir la mémoire du grand homme qui est encore pour nous, tellement son action a été puissante, il est comme présent à nos côtés, François Arago, un homme extraordinaire, grand scientifique, mais grand homme politique, un homme des sciences, un homme des Lumières en quelque sorte, qui est connu en particulier pour avoir contribué aux mesures du méridien de Paris, avec quelques autres grands scientifiques, sous l'Empire du reste, et il fait ça en allant faire des mesures en Espagne, lui je crois, et en Afrique du Nord, et puis d'autres font en Europe du Nord. Bref, c'est le fameux méridien de Paris qui va être à l'origine du temps universel et de sa mesure. Plus tard, il sera battu en quelque sorte par le méridien de Greenwich, et puis plus tard, du reste, la mesure du temps universel va se faire par des outillages électroniques extrêmement sophistiqués, et donc on ne se base plus exactement sur ce méridien. Toujours est-il que c'est Arago et quelques autres qui ont contribué aux mesures de ce méridien. Arago est par ailleurs un homme qui fut ministre de la guerre, de la marine et des colonies pendant le gouvernement provisoire de 1848. Il est à ce titre quelqu'un qui va signer le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies. L'esclavage avait été aboli par la Révolution française, mais il avait été rétabli par Napoléon Ier dans les colonies. Et il a fallu donc attendre encore 1848 et Arago pour que fût définitivement aboli l'esclavage tel qu'il était encore pratiqué dans les colonies. Mais Arago, c'est aussi un homme qui est connu pour avoir présenté devant l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts le procédé, donc l'invention quasiment de la photographie, le procédé Daguerre,
qui a été conçu par Daguerre et Niepce, on va dire, et qui a plaidé pour que celui-ci soit acheté à l'époque par, voilà, c'est sous la monarchie de Juillet, et qu'il soit, c'était en 1839 me semble-t-il, et qu'il soit mis à la disposition des populations du monde comme un bien universel, et non pas quelque chose qui aurait été privatisé, le procédé photographique. C'est dire à quel point c'est un homme des Lumières qui contribue à partager le meilleur de la science, de la technique et aussi de la pensée politique et de l'humanité. Et voilà que une association se constitue dans les années 90, au début des années 90, pour la raison suivante, c'est qu'il existait à la fin du 19e siècle un monument qui avait été réalisé, un monument assez académique, il faut le reconnaître, sur une petite place derrière l'Observatoire de Paris, au bord du boulevard Arago, qui s'appelle le square de l'île de Saint. Et là, il se trouvait un socle monumental avec une sculpture en bronze, réalisée par un artiste qui s'appelle Alexandre Oliva, dont on a un peu oublié le souvenir. Et simplement, cette sculpture qui rendait hommage à Arago, au grand homme, elle a disparu, car les Allemands, comme ils l'ont souvent fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Paris en particulier, ont raflé nombre de sculptures pour transformer le métal en armes, pour nourrir l'industrie militaire allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et très souvent, ils commençaient par enlever les sculptures qui représentaient les hommes et les femmes les plus progressistes. Et Arago n'avait du coup pas eu beaucoup de chance, il avait été emporté et jamais sa sculpture n'avait pu être refaite et le socle était resté vide. Et il se trouve que l'association Arago s'est approchée de la ville de Paris, elle s'est approchée de l'État en même temps, ministère de la Culture, pour demander si l'on pourrait éventuellement refaire un facsimilé de l'œuvre d'Alexandre Oliva. Et la ville de Paris, service culturel, à l'époque c'était Bruno Racine, le directeur des affaires culturelles, et puis l'État, DRAC et délégation aux arts plastiques, ont proposé que, plutôt que de faire un facsimilé d'une sculpture disparue et qui se trouvait être, en la circonstance, une sculpture assez académique, on demande peut-être à des artistes contemporains de travailler sur ce que pourrait être un monument contemporain à la mémoire de cet homme qui, par son rayonnement, nous demeurait terriblement contemporain. Et à l'époque, on a lancé un concours, ce qui ne se pratiquait pas forcément. En général, on faisait plutôt appel à passer un marché de gré à gré, en quelque sorte, avec un artiste, après avoir beaucoup réfléchi à l'artiste auquel on pourrait faire appel. Là, on s'est dit, si on demandait à 4 artistes différents, et comme ça, on verrait peut-être 4 sensibilités s'exprimer au service de ce cahier des charges, de ce programme consistant à réaliser un nouvel hommage à Arago. Et pour le socle, restait vide. Parmi les artistes auxquels nous avons fait appel, il y a eu Luciano Fabro, grand artiste de l'arte povera italien. Il y a eu Dani Caravane, il y a eu aussi Jean-Luc Villemout, et enfin Yann Libetz. Donc des Français, des étrangers, des arte povera, art conceptuel, land art, un relativement jeune artiste comme Jean-Luc Villemout, français, qui lui appartenait plutôt à la mouvance de, on pourrait dire, de la nouvelle sculpture, puisqu'il était proche des Anglais, Tony Cragg, Woodrow et d'autres. Et c'est Yann Libetz qui a remporté devant le jury le concours, avec une proposition étonnante qui, aujourd'hui encore, est, je crois, considérée par beaucoup d'amateurs d'art comme étant un des chefs-d'œuvre des 20-30 dernières années en matière d'art public et, en la circonstance, à Paris. Il s'agit de ce que l'on peut voir dans l'exposition ici, à travers quelques documents, d'une ligne abstraite, géométrique, mentale, comme peut l'être le méridien de Paris, qui détermine le temps universel, mais qui est
qui est une représentante de l'esprit et une pure traduction de l'esprit de géométrie dans l'espace public. Une ligne composée par 120 environ médaillons de bronze, comme quoi nous rendons hommage à ce matériau de la statuaire classique, le bronze, qui sont posés, implantés dans le sol parisien depuis le périphérique nord jusqu'au périphérique sud, dans des lieux très différents, des jardins publics, des rues, des squares, des trottoirs, parfois des lieux fermés comme le Louvre. Je me souviens à l'époque avoir participé à un déjeuner au cours duquel, avec le délégué aux arts plastiques de l'époque, nous avons, François Barret, plaidé auprès de Michel Laclotte, qui était le président-directeur général du Louvre, pour voir l'autorisation qu'une œuvre d'art contemporaine traverse le Louvre, et à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode. Il n'y avait pas de programme d'art contemporain dans le musée du Louvre. Donc peut-être avons-nous été pionniers à travers une œuvre d'art public. Et nous avons obtenu cette autorisation. Du reste, l'œuvre, on peut la voir dans les galeries adjacentes, dans les ailes Richelieu notamment, mais aussi dans certaines salles, comme dans les salles consacrées à l'art de Mésopotamie, me semble. Toujours est-il que l'idée de Dibetz, c'était de faire en sorte qu'on rende hommage finalement non pas à la forme physique, en quelque sorte, bien difficile à représenter aujourd'hui, et qui n'est plus parmi nous, de Arago, non pas tant donc à cette forme physique que à son esprit, et à son œuvre fondamentale qui, en la circonstance, est parmi d'autres la mesure du méridien de Paris. Et ce qui est merveilleux dans cette œuvre, c'est que Jan Dibetz a proposé de réaliser la plus grande œuvre monumentale qu'on ait jamais conçue à Paris, car elle fait environ 12 km entre le périphérique nord et le périphérique sud, et en même temps la plus discrète. Bien entendu, dans le cas de Jan Dibetz, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons laissé toute latitude à un grand artiste qui avait été un des fondateurs du land art et de l'art conceptuel. Nous lui avons laissé toute latitude pour exprimer son génie propre. Si on appelle de son vivant Claude Monet, on ne lui demande pas de faire du cubisme. On lui demande de faire ce qu'il est. J'aurais aimé commander à Claude Monet des fresques, des peintures, et qu'il ait répondu « oui, je vais vous faire les nymphéas », par exemple. Et là, Dibetz a très naturellement opéré sur le terrain sur lequel il est le plus à l'aise, les très grandes échelles paysagères, on pourrait dire, celles de la grande ville, l'œuvre dont l'espace d'inscription est à la fois géographique à très grande échelle, mais aussi mentale, c'est-à-dire c'est les petites échelles qui rencontrent les très grandes échelles. Et puis, dans le cas de Jan Dibetz, ce que je trouve merveilleux dans cet hommage, c'est qu'il a réalisé quelque chose qui ne s'impose pas au sens où on voit de temps à autre, si on se promène dans Paris, un médaillon, ici ou là, mais on ne peut jamais voir deux médaillons ensemble. Ce n'est pas une signalétique. Il y a des villes à travers la France, où peut-être influencées un peu par Jan Dibetz, où l'on peut suivre des itinéraires en voyant ici et là des objets dans le sol qui nous signalent tel ou tel cheminement. Là, ce n'est pas du tout ça. Chaque fois, on se perd, on a vu un médaillon par hasard, on en retrouvera un plus tard, et à chaque fois, on est surpris, on se dit, tiens, c'est encore le méridien de Paris. Et je dis cela parce que c'est le génie aussi d'un artiste comme Dibetz. L'œuvre est très conceptuelle, autant qu'elle est très physique, géographique et matérielle. Mais cette œuvre aussi, moi, je la vois comme un écho, une sorte de correspondance avec une histoire parisienne qui est celle des dérives, des dadaïstes, des situationnistes, des surréalistes, bien sûr. Paris, c'est vraiment, c'est Baudelaire aussi, c'est le peintre de la vie moderne, c'est Rétif de la Bretonne, c'est aussi Sophicles. Paris, c'est Walter Benjamin, bien sûr, hein, ce sont les passages, c'est la promenade, c'est l'art de s'égarer pour se retrouver. C'est le plaisir de la déambulation et encore une fois, de la dérive. Et je crois qu'à sa manière, cette œuvre majuscule, monumentale, immense et discrète à la fois,
qui opère un peu comme les petits cailloux du petit poussé dans la forêt où ses parents veulent le perdre, eh bien l'œuvre de Dibès, elle nous renvoie à cette histoire qui est cet art de se perdre, qui a été inventé et si magistralement développé à Paris par des personnalités comme celles que je viens de nommer.